Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut David. Bonjour Justine. Tu vas bien? Ça va bien, oui. Cet épisode va être très dur à enregistrer, mais on va y aller. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui dans Just in Tunes. Ravie de te recevoir. Moi aussi. C'est très cool. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et auditrices, David est un ami. C'est fou, je reçois plein d'amis en ce moment dans le podcast. Donc, c'est très difficile de faire comme si on ne se connaissait pas. Donc, on va pas faire semblant. Hein. On va y aller en mode nature, ça va le faire. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, Justine, je peux me présenter. Écoute, Justine, je m'appelle David, je suis de Lyon. Et du coup, je travaille dans l'audiovisuel. Je suis réalisateur et chef opérateur. Donc, tout ce qui tourne autour de l'image. Ok, parfait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait pour arriver là où est-ce que tu en es aujourd'hui? Que s'est-il passé d'un point de vue scolarité, emploi, stage, expérience? Alors, il s'est passé plein de choses. J'ai mis plutôt longtemps avant d'en vivre et de pouvoir dire vraiment que je suis réalisateur ou que je suis chef opérateur. J'ai toujours bien aimé l'image, prendre des photos. J'ai toujours eu des appareils photo depuis que j'étais gamin. Quand j'étais ado, je faisais toujours plein de films. Je me suis acheté ma première caméra à 16 ans. Je faisais plein de courts-métrages avec mes potes. Et du coup, j'ai fait un bac avec une option cinéma audiovisuel à Lyon, au lycée Augustin-Louis Lumière. Et ça m'a appris du coup toutes les bases techniques, commencer à écrire des scénarios, à monter des films, à écrire des sujets, tourner des documentaires, des courts-métrages. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que en fait, je pouvais essayer d'en faire mon métier. Mais c'était pas évident de trouver les bonnes études parce qu'il y a beaucoup d'écoles, mais il y a surtout d'écoles qui peuvent être soit un peu élitistes, soit plutôt chères. D'accord. Et du coup, moi, j'avais pas spécialement le budget ni la possibilité d'emprunter l'argent pour ça. Donc, j'ai fait une licence à la faculté Lyon 2 d'art du spectacle cinéma, qui était très très théorique du coup et hyper intéressant du coup sur plutôt de l'analyse de films, sur le cinéma en règle générale. Mais moi, j'avais un peu plus soif de technique et d'être sur le terrain et de bidouiller des choses avec mes mains et d'être plus dans la créa. Qu'en fait, avec mes potes avec qui on était au lycée, on a monté une association qui s'appelait Noma Film. On était tous bénévoles dedans et on autoproduisait nos premiers courts-métrages, puis du documentaire. Et après, on envoyait ces films en festival et on essayait de se faire un petit peu connaître comme ça et de remporter des prix, déjà de remporter des sélections, parce qu'en festival, ils reçoivent des tonnes de films et derrière, ils vont en sélectionner en moyenne, je veux dire, une vingtaine de films et puis ils vont en primer juste quelques-uns. Donc, c'est pas évident, mais on a remporté quelques prix, mais surtout, on a eu plein de sélections un peu dans le monde entier. Du coup, trop bien. Ouais, c'était une super concrétisation en fait pour nous. Et donc voilà. Donc jusque-là, je n'en vivais toujours pas. D'accord. Et j'étais content de ce que je faisais. Ouais. Et c'est un bon moyen d'expérimenter en fait, de tester des choses. Sûr. Et par exemple, j'ai fait un documentaire de 3 mois en Afrique sur l'histoire d'un village qui est aux portes du désert avec une tribu. Et voilà, ça, c'était des expériences de fou quoi. En fait, c'était vraiment trop bien. Voilà. Donc ensuite, je suis parti 1 an au Mexique, un peu sur un coup de tête. J'avais une opportunité pour travailler sur un long métrage. Et donc, je me suis dit, trop bien, ça y est, je vais faire du vrai cinéma. Et puis, c'était pas bénévole cette fois? Non, c'était pas bénévole. Je devais être payé un petit quelque chose quand même. Mais quand je suis arrivé là-bas, en fait, le film ne s'est pas fait. Et, je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, bon, le tournage va être reporté de 3 mois.
Donc, je me suis senti un petit peu con, en fait, sur place, une fois que j'étais là-bas. Mmh. Mais en fait, j'avais un contact d'un producteur qui m'a embringué dans sa boîte de prod, où il faisait plus de la pub, en fait. D'accord. De la pub télé, de pub sur Internet, ils avaient Nestlé, Samsung, Bacardi en client, un peu des gros clients. Donc, c'était un peu des grosses pubs pour moi qui connaissaient pas ça. Et du coup, j'ai vachement fait mes armes techniques là-bas pendant un an. En fait, je suis D'accord. resté et j'ai bossé sur des tournages comme ça en grosse équipe où je suis passé un peu par plein de petits postes, en fait, ce qui m'a permis de découvrir un petit peu tous les métiers Mmh. du cinéma, tout ce qui se passe sur un plateau. Voilà, soit je dirigeais des figurants, soit j'assistais à la technique, à l'éclairage, soit c'est moi qui clapais. Enfin bon, voilà. Du coup, OK. ouais, c'était vraiment trop trop cool. Puis je suis rentré, j'ai fini ma licence d'art du spectacle en montage. J'ai fait une licence pro du coup pour ma dernière D'accord. année, OK. avec 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et après quoi, je me suis lancé du coup en auto-entrepreneur Mmh. pendant 3 ans. Du coup, j'étais en freelance. Et soit j'avais mes propres petits clients et du coup je faisais des films pour eux, soit j'en avais des plus gros, je me faisais accompagner par des Une équipe? collègues, Mmh. OK. soit je bossais pour des sociétés de production. OK. Et voilà. Et au bout d'un moment, ça m'a amené à monter vraiment ma boîte. Ouais. Lucie, une amie à moi, qui en a monté Impesa Production, qui est aujourd'hui à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. On a monté un espace de coworking. Ça fait 5 ans que ça existe. Et aujourd'hui, on bosse dans de bonnes conditions. Puis surtout, on bosse entre potes, c'est trop cool. Mmh. Puis voilà, on apprend encore au jour le jour, ça évolue d'année en année ce qu'on Ouais. fait. Donc c'est trop chouette. Ouais. OK. Tu as un parcours, assez fou et c'est quand même intéressant de voir que tu as touché à plein de métiers différents dans l'industrie, du cinéma. Moi, j'ai une question. Quelle est la différence dans ton métier entre le métier de réalisateur et celui de chef opérateur? Le réalisateur, c'est vraiment celui qui va porter le film en fait et qui va tout regarder, le son, l'écriture, le jeu des comédiens, l'éclairage. C'est celui qui va avoir une vision vraiment globale. On va dire Mmh. que c'est son film, même si tout le monde bosse dessus et tout le monde contribue à faire ce film. C'est lui qui porte vraiment cette responsabilité-là. C'est lui qui va avoir vraiment le dernier mot, les derniers choix en fait, Mmh. sur un petit peu tout. Il peut intervenir à tous les niveaux, quoi, en fait, même au montage, s'il veut rajouter des bruitages, etc. C'est D'accord. euh, c'est le gros chef d'orchestre en fait de tout un film. Alors c'est pas toujours le réalisateur qui écrit les films, mais bien souvent il y a des réalisateurs qui sont aussi scénaristes OK. et il y a des réalisateurs qui touchent pas beaucoup non plus à la technique. Alors qu'un chef opérateur, c'est plutôt vraiment lié à l'image, c'est le chef de l'image. D'accord. Donc c'est lui qui va diriger une équipe d'électriciens qui vont installer les projecteurs, peut-être un opérateur caméra du coup qui est celui qui va tenir la caméra et qui va cadrer. Des Mmh. fois c'est le chef opérateur qui cadre aussi, mais voilà c'est lui qui a la vision d'ensemble sur l'image. Il travaille avec le réalisateur du coup pour essayer de coller au maximum au rendu que le réalisateur imagine. D'accord. Et le producteur n'est pas forcément le réalisateur. Le producteur peut être une personne à part entière qui embauche un réal et un chef opérateur, par exemple? Complètement, en fait. Le OK. producteur, c'est celui qui détient le projet, qui le guide, qui détient le budget aussi de ce Ouais. projet, Mmh. qui va décider comment il est réparti, où est-ce qu'il est allé chercher l'argent, si c'est des subventions, si c'est des fonds propres. Et c'est lui voilà, qui organise, bon, souvent, il n'est pas tout seul non plus, mais qui organise tout le tournage derrière. Alors après, OK. ça dépend de quel tournage on parle, hein, parce que sur du long métrage, sur des films de cinéma, il y a beaucoup de producteurs, il y a avec plein de postes différents. Moi, je parle vraiment de ce que je connais, donc c'est plutôt des petits films, des petits courts métrages qui se tournent en région ou de la pub. D'accord. Voilà. Si tu es avec moi aujourd'hui, c'est pas juste parce que tu es très agréable, dans la vraie vie et que je t'aime beaucoup, c'est aussi parce que tu travailles de plus en plus je t'envoie des fleurs. C'est parce que tu travailles de plus en plus dans l'industrie de la musique et tu as eu l'occasion de travailler sur des projets de clips. Est-ce que tu peux nous dire sur quel clip tu as travaillé dernièrement? Bah là, dernièrement, j'ai travaillé sur un clip pour une artiste qui s'appelle Ziné. Mmh. 4 jours de tournage. Moi, j'étais directeur de la photographie. OK. Donc, c'est moi qui faisais tous les choix au niveau de la lumière
pour essayer d'assurer l'esthétique de l'image. Et on avait un opérateur caméra du coup qui était là aussi, avec qui je travaillais. Et du coup, c'était trop chouette. On a fait un film qui se passait à la fois de jour et de nuit, où il fallait qu'on crée des ambiances très réalistes la journée. Donc, c'est-à-dire, on recrée de la lumière dans une maison avec nos projecteurs, mais il faut que la lumière soit le plus fidèle possible à la lumière de la vraie vie, en fait. Il ne faut pas qu'on sente qu'on est venu rajouter plein de projecteurs. Il fallait que ce soit crédible. Donc, c'est un vrai challenge quand on fait de l'image, en fait, d'essayer de faire une image qui est crédible, à mon sens. Et ça contrastait vachement avec l'envie de la réalisatrice qui voulait des ambiances nuit qui soient très marquées, où du coup on faisait une lumière complètement surréaliste avec de la fumée, des projecteurs de couleurs, et voilà, elle voulait un truc très très tranché. Donc on avait ce travail-là hyper intéressant en lumière. Ok. Et avant ça, je travaillais sur des clips pour lui. On a fait 2 clips pour lui là, en janvier et en mars. Un à la montagne, c'était un plan séquence dans une boîte de nuit. Où, du coup, un plan séquence, c'est quand la caméra ne s'arrête pas de tourner en fait. Tout le clip est un seul et même plan. En fait, la caméra se balade et on coupe jamais. Ok. Donc c'est pareil, c'était un bon challenge technique pour nous aussi parce qu'il fallait éclairer plein de zones de la boîte de nuit, mais sans qu'on voit nos projecteurs. Ah ouais, donc ouais, en ce moment, je tourne pas mal sur des clips. Alors, je suis pas réalisateur sur ces clips et pas souvent chef opérateur. Des fois, je suis juste chef électricien, donc une équipe d'électriciens qui sont avec moi et c'est moi qui chapeaute un petit peu ce poste-là. Quel projecteur on va utiliser, où est-ce qu'on va le placer, est-ce qu'on va le mettre d'une couleur plus ou moins froide, plus ou moins chaude, plus ou moins directive, plus ou moins diffuse. Et du coup, au-dessus de moi, c'est le chef opérateur du coup qui me donne ses instructions. D'accord, ok. Voilà, et on a fait un clip avec un cosmonaute aussi il y a pas longtemps à la neige, qui était trop cool, un clip de science-fiction, j'en avais jamais fait. Ok. Donc, du coup, il fallait faire une ambiance en lumière assez particulière, du coup, qui suit un petit peu les codes des films de science-fiction. Donc, on avait une espèce de capsule spatiale, un chef décorateur avait reconstruit en studio, qui était vraiment hyper bien faite, avec des milliards de boutons, des petits trucs qui s'allument et tout. Et voilà, c'était vraiment un beau film. C'est quoi déjà le titre de ce son? C'est Bastille Day, il s'appelle, le c'est vrai. son. Voilà, vous pouvez retrouver ces clips sur la page d'Impesa Productions sur Instagram. Ok. Tous les liens seront en description de l'épisode. Je suis pro, hein. Cool. C'est vrai qu'on se rend pas du tout compte de tout ce qu'il faut sur un lieu de tournage où toutes les personnes auxquelles il faut penser, intégrer. C'est comment dire, une vraie zone avec plein de fourmis, avec plein de monde, avec plein de choses. Toi, quand tu arrives sur un projet, de quoi tu as besoin, en fait, pour, par exemple, le réaliser? En fait, c'est en fonction de ce qu'il y a dans notre scénario. D'accord. Si on a besoin d'effets particuliers au maquillage, on va travailler avec des maquilleurs FX qui vont venir. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur un court-métrage comme ça où on avait installé des prothèses sur le visage d'une femme qui devait être tabassée dans un coffre. Oui. C'est plutôt un thriller, pas très rigolo. Mais du coup, voilà, là, on avait vraiment besoin de maquillage très spécifique, très réaliste. Et c'était vraiment hyper réaliste en fait ce qu'il avait fait, c'était trop beau. Donc vraiment ouais, en fait à chaque fois on fait appel à plein de corps de métier. On peut avoir sur un plateau, on peut avoir un peu de tous les métiers quoi, des dresseurs d'animaux, des chefs d'éco, des menuisiers. Il y a un petit peu de tout, des accessoiristes. Voilà, ça dépend en fait où va se passer le film, quelle est l'intention du film. Ok. Par exemple, pour un artiste qui souhaite créer ses premières vidéos, alors on va essayer d'imaginer des premiers vidéoclips, qu'est-ce qu'il doit organiser? À quoi doit-il penser? Et quelles sont les étapes qu'il doit franchir dans un premier temps pour se dire, bon bah voilà, c'est ça que je veux, je peux faire ça tout seul, ou est-ce que je dois absolument faire appel à quelqu'un pour m'aider dans la réalisation de mes vidéos? Le mieux, c'est quand même de faire appel à quelqu'un et de se faire aider parce que même si c'est pas toute une équipe de tournage, si on n'a pas le budget ou qu'on vient juste de se lancer, mais au moins une personne dont c'est le métier, qui est équipée au moins d'un petit boîtier photo qui peut filmer,
d'un ou deux projecteurs. Et du coup, cette personne-là peut un peu plus accompagner et conseiller un artiste sur ce qu'il veut en création. L'artiste, ce qu'il peut apporter, lui, c'est ses envies, quelle direction artistique il a envie d'adopter pour son projet, parce que c'est son image, c'est soit lui qui a l'image, soit c'est pas lui, qu'est-ce qu'il a envie de raconter dans un film. Donc, moi, quand j'ai un artiste en face de moi, il va plutôt me donner toutes ses intentions. Okay. Je vais l'écouter pour essayer de recréer quelque chose qui est à son image, mais en y ajoutant aussi ma pierre, mes idées et mes envies en tant que réalisateur. Et, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme image. Du coup, c'est un travail un petit peu main dans la main où il faut se faire confiance et voilà, où il faut que le courant passe bien. Mais le mieux, ouais, je dirais, c'est quand même de s'accompagner, parce que tout faire tout seul, ben, c'est assez limite. C'est assez limite, parce que il faut toucher à des métiers qui est pas les nôtres à la base. Du coup, il faut apprendre à filmer, à cadrer un plan, à l'éclairer dans le bon sens pour essayer d'avoir l'effet qu'on a envie. Et puis derrière, voilà, faut gérer le montage aussi. C'est quand même du job, on fait tout ça derrière. Oui, bien sûr. L'épisode qui sort ce soir et l'épisode avec Madeleine qui est graphiste, on parle beaucoup de direction artistique, d'identité visuelle. Et il me semble en tout cas qu'on doit avoir cette même direction, en tout cas cette même identité visuelle pour les clips. Il me semble intéressant et important d'avoir quand même une cohérence entre le message, la vision artistique, l'univers visuel, on va dire photo, mais aussi clip. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour essayer de trouver cette cohérence et de la retranscrire en vidéo? Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Ouais, c'est sûr qu'il y a besoin d'une cohérence pour que tout reste un petit peu charté, en fait, avec la même direction artistique. Donc, je dirais qu'il faut essayer de respecter les choix qui ont été faits par l'artiste au niveau des couleurs, par exemple, et d'essayer de trouver des décors qui sont fidèles à son univers, si c'est plus un décor d'un studio, de fond uni, ou si c'est plus des décors industriels ou un appartement, ou quelque chose en pleine nature. Par exemple, Ziné, on voyait qu'elle avait vraiment ses envies d'être en campagne, sur des terrains assez plats, avec une météo qui était parfois grisonnante, mais hyper ensoleillée à d'autres moments. Okay. Voilà, du coup, ça correspondait en fait au plus à son univers. Et je dirais qu'en vidéo, voilà, il faut essayer de coller aussi à l'univers de l'artiste au niveau de la direction artistique, du coup. Et derrière, nous, en fait, on va essayer de retranscrire ça en créant une lumière qui soit fidèle, en fait, du coup, à ça. Si c'est quelque chose de coloré ou si c'est une image qui va être plus neutre, qui va être un peu plus désaturée, qui va être un peu plus dramatique, ou enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Est-ce que tu reçois un brief ou un mood board justement pour essayer de comprendre l'univers de l'artiste? Ben oui, on reçoit souvent des briefs, souvent des intentions. Après, on échange un petit peu avec l'artiste, mais l'artiste, il attend aussi souvent de nous, de faire des propositions, d'envoyer des mood boards, d'envoyer des références et de montrer ce que nous on propose aussi. OK. Comme la vidéo a quand même une place importante dans la communication globale et la promotion d'un projet musical, ça englobe pas que les clips musicaux. Il y a aussi les posts sur les réseaux sociaux, les backstage, des vlogs, des vidéos sur TikTok, des reels, des stories, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, soi-même ou en tout cas avec peu de moyens pour pouvoir créer la vidéo et que cette vidéo-là soit quand même de bonne qualité? Histoire qu'on se tire pas une balle dans le pied, quoi. Soit le faire vraiment soi-même avec son iPhone, mais en essayant de créer un peu du style dans l'image, donc en gérant un petit peu l'éclairage, et que ce soit pas juste tiens, je me suis filmé dans mon jardin ou dans ma chambre, mais essayer de recréer une ambiance au niveau de la lumière. Soit c'est d'investir dans un petit boîtier photo qui filme avec un petit objectif, et puis d'essayer de soi-même essayer de recréer ses stories. Moi, je travaille aussi beaucoup dans de la pub, et il y a plein de tournages qu'on fait où c'est pour des stories, pour des reels. Avec nos caméras, on tourne en format vertical, du coup, en format story. OK. Et du coup, on recrée ce contenu-là, mais avec voilà, autre chose qu'un iPhone, et avec des
des vraies caméras, quoi, plus développées, où on recrée de la lumière derrière. Mais tout seul, c'est possible. C'est juste, voilà, il faut mettre un peu la main à la pâte et il faut apprendre un peu à utiliser un peu ce matériel-là, pas non plus acheter des trucs de fou qui coûtent cher, quoi. Il faut forcément faire des achats mesurés. Je pense que c'est possible, en tout cas pour débuter et pour se lancer. Je crois que de toute manière, il faut être curieux et curieuse et essayer d'être créatif aussi à ce niveau-là. Et comme tu le dis, il faut mettre la main à la pâte avec un équipement iPhone ou alors, comme tu dis, avec un boîtier. Possiblement qu'on peut trouver des belles choses, en tout cas les tourner. Ce qui va aussi se jouer, c'est sur l'atmosphère qu'on a envie de créer et le montage qu'il y a derrière. Complètement, ouais. Mais en fait, avec des petites choses, on peut déjà créer du très bon contenu, en fait. C'est juste, après, voilà, faut regarder des tutos, faut essayer aussi d'en discuter avec des gens dont c'est le métier, d'aller chercher des conseils. Il y a plein de choses qui se passent sur Internet aussi, mais il n'y a pas besoin d'avoir un équipement de fou, je dirais, pour pouvoir faire des choses chouettes, des fois, avec des tout petits projecteurs, mais et une caméra un peu basique. On peut déjà faire des choses bien si on sait à peu près comment les placer, quoi. Comment créer un cadre et comment éclairer tout ça, quoi. Et puis je crois que même on n'est pas obligé d'avoir, tu sais, tout le temps un concept, quelque chose de particulier ou d'ultra compliqué à réaliser. Le but du jeu, c'est quand même de pouvoir mettre en valeur son travail, de rendre compte d'une atmosphère, de son message et que visuellement, ce soit cohérent aussi avec le projet. Faut faire avec les moyens du bord, quoi. On n'est pas là non plus pour essayer de tourner un Spielberg avec un iPhone, c'est pas Bah possible. non, non. Non, non, c'est clair. Des fois, les choses les plus simples, c'est les plus efficaces, hein, sans chercher à recréer un truc trop compliqué avec un montage ultra rythmé ou quoi. Il faut aussi viser simple et efficace, quoi. Est-ce que, selon toi, l'univers visuel de l'artiste, alors audiovisuel même, est aussi important que sa musique? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est ce qui image sa musique. Donc, je dirais que quand on écoute le son et qu'on a vu l'image par-dessus, ben, c'est comme si ça allait plus loin en fait que le son. Ça ouvre une autre porte, et une autre vision, et c'est un peu les images qu'on va avoir en tête, ou les photos qu'on va avoir en tête, ou des couleurs qu'on va avoir en tête en écoutant cette musique-là. Donc, ouais, pour moi, c'est important d'avoir une identité visuelle en plus d'un son, quoi. OK. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas dire: «Non, non, 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 c'est faux». Oui, oui, non, mais je suis absolument d'accord avec toi Ouais. et pour en revenir à ce que tu disais au début sur tout le monde qu'il y avait, sur un lieu de tournage, hem, est-ce que, par exemple, on doit tout de suite collaborer avec, un ou une styliste? Est-ce qu'on doit faire appel à un ou une directrice artistique? Un ou une photographe? Est-ce qu'on doit tout de suite avoir autour de soi ce petit monde-là pour essayer d'avoir une bonne vidéo? Ou est-ce que ça se fait petit à petit? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent plus tard dans un projet? Est-ce qu'il y a des étapes, en fait, à franchir? Ben oui, il y a des étapes, forcément. On rencontre pas toutes les personnes d'un coup et on s'entoure pas de tout le monde d'un coup, mais ce qui est important, ouais, c'est, je dirais, de s'entourer en règle générale, en fait. Pour moi, je me nourris aussi de ça, des autres, parce qu'on est tous complémentaires, en fait. Il y a plein de gens qui sont bons là où je le suis moins. Et c'est comme ça qu'on crée aussi un bon film. C'est d'avoir un type qui a vraiment une super oreille sur le son, un autre sur de la lumière, un autre sur le montage, et de prendre un peu les avis et l'expertise de chacun. Et pour moi, c'est comme ça aussi qu'on construit un bon film ou une bonne idée, une identité visuelle. Donc oui, tout est important en fait. Ouais, le stylisme, la lumière, le montage. Et au plus on rencontre de personnes, plus on élargit un petit peu ce réseau-là. Et le mieux, ouais, c'est ça, c'est d'arriver à constituer une espèce une équipe sans viser 25 personnes, mais déjà ouais, à 3-4 personnes, quoi, c'est déjà le top pour essayer de pas négliger en fait un poste plus qu'un autre, quoi, parce qu'après on peut se dire ah bah mince, là on avait fait un peu l'impasse sur le maquillage par exemple, ou sur le stylisme, ou sur la déco, alors que c'est hyper important en fait, la déco. Je dis la déco en sens large, ça comprend vraiment le décor en fait, D'accord. parce que dans lequel on souhaite filmer, parce que en fait les gens ils vont retenir ça aussi, quoi. Ils vont voir l'artiste,
mais ils vont voir l'artiste dans quelle pièce il est, quel univers il est, si c'est en extérieur, si c'est de nuit, de jour. Mmh. Et enfin, voilà, ça peut être n'importe quel décor différent. Et ouais, je dirais qu'il faut essayer de s'entourer un maximum, en fait. Ouais. OK. Comment est-ce qu'on trouve un lieu, privé, public? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait des recherches? À qui est-ce qu'on demande l'autorisation de pouvoir filmer, tourner quelque chose? Ben, soit on y va un peu au culot, on cherche des lieux, on essaie de rencontrer les gens qui tiennent ce lieu et puis on leur demande des autorisations, on moyenne un peu d'argent ou bénévolement. Il y a plein de choses Mmh mh. qui se font aussi bénévolement et ça dépend comment on présente le projet aussi. Mmh. Et sinon, bah, il y a des agences en fait par lesquelles nous on passe qui proposent du coup des lieux, des décors un petit peu atypiques et OK. derrière on les paye. Ça dépend ce que c'est en fait. Il y a plein de fois où c'est juste du réseau, où on va arriver à tourner dans des endroits un peu exceptionnels et bon rien n'est impossible même avec un tout petit peu de budget. Mmh. Des fois, enfin pour moi c'est un des trucs les plus importants en fait ouais, dans un film, c'est quand même le décor Ouais. dans lequel on est parce que c'est vraiment ce qui représente l'artiste quoi. C'est l'univers dans lequel il est placé. Donc Mmh. ça l'image complètement. Ouais. Je savais pas du tout qu'il y avait des agences spécialisées dans la location, la découverte de Ouais. lieux, atypiques, insolites, particuliers. Bah si, ouais, partout en France, hein, il y a des sites, OK. j'ai un peu oublié le nom, mais je pourrais te retrouver. Ils proposent du coup soit des maisons, soit vraiment des extérieurs. Ça peut être des souterrains, ça peut être des gares abandonnées, je sais pas rien, des vieilles friches. Ça peut être vraiment un peu de tout. Et du coup, bah ouais, c'est trop pratique en fait. Mais le rideau tombe, je pensais que c'était toi qui t'en occupais, que tu étais, à ton ordinateur, en train de chercher nuit et jour le lieu Ah le mais on plus le fait aussi. exceptionnel. On le fait aussi. On cherche toujours des lieux, puis même si c'est quand on fait des randos ou quoi, on va chercher des lieux un petit peu atypiques. Mmh. Il y a plein de lieux qu'on dégote nous-mêmes en fait en allant fouiller, en se renseignant, en regardant des films, en essayant de voir dans quel genre de décor et OK. d'essayer de retrouver ce genre de décor autour de chez nous. Donc ouais, il y a quand même aussi une grosse partie où on va trouver nous-mêmes les décors. Ouais. Mmh. Ça me fait penser à la manière dont est-ce que tu as dû créer et cultiver ton réseau. Hmm. J'imagine que tu allais à la rencontre de beaucoup de personnes, déjà dans un premier temps pour poser tes questions et apprendre les métiers que tu exerces aussi aujourd'hui. Mais maintenant, le réseau vient aussi vers toi par les différents projets sur lesquels tu as travaillé. Comment est-ce que tu le travailles, ce réseau-là? Est-ce que c'est quelque chose de devenu naturel ou est-ce que ça a été compliqué pour toi de le travailler, ce réseau? Au début, c'était un petit peu compliqué. Quand je suis revenu du Mexique, j'avais pas un énorme réseau en France. Mmh. Du coup, voilà, j'avais des potes en fait qui avaient fait des études aussi un peu comme moi. Et du coup, bah voilà, à chaque fois que j'entendais parler d'un tournage, bah je proposais mes services, donc surtout sur des projets bénévoles en fait. OK. Donc il y a par exemple il y a des concours sur Lyon et même partout en France qui se passent. Il y a le Nikon Film Festival, les 48 heures Film Project. Il y a plein de projets bénévoles ou les kinos. Et du coup, ça permet de se constituer un réseau de techniciens, de bénévoles Mmh. et de participer à des films. Et en festival aussi, quand on regarde des films, ben, on peut regarder qui a travaillé sur les films qu'on aime bien, essayer de contacter ces personnes-là. Et puis voilà, essayer de tchatcher un peu, et de faire un nouveau projet avec ces gens-là. Donc en fait, moi, j'ai fait vraiment plein de projets bénévoles. D'accord. euh, et aussi pour découvrir un peu des postes. J'ai fait la machinerie, installer des travelling. J'ai fait de la régie. Mes premiers films, là, j'avais fait de la régie où je faisais à manger, où je servais des cafés sur le plateau de tournage. Mmh. Mais du coup, bah voilà, je regardais un peu tout ce qui se passait, je rencontrais des gens, je discutais, j'apprenais un peu, je voyais comment ils bossaient, ça me donnait une vision du métier et ça m'a permis petit à petit de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire sur un plateau. En fait, c'était quoi mon poste. Donc, moi, c'est Mmh. vraiment mon métier est vraiment très lié à l'image. Du coup, je suis réalisateur, mais je suis un réalisateur assez technique. Du coup, où j'aime faire de l'image aussi, j'aime créer de l'image et écrire des films aussi. Et OK. du coup, voilà, j'ai essayé de développer ce réseau-là. Je me suis vraiment laissé le temps en fait de le constituer, de faire plein de projets bénévoles. Et puis, bah, petit à petit, ces projets sont transformés en projets pro, payés. Et voilà, après, c'est du bouche à oreille. Le réseau aujourd'hui s'est fait plus naturellement.
Surtout l'avantage qu'on a, voilà, c'est de beaucoup travailler entre potes. Donc, on travaille dans de super conditions, en se faisant tous un peu confiance, quoi. On n'est pas là pour faire constamment nos preuves. Enfin, voilà, les choses se font assez naturellement. Est-ce que tu as remarqué une différence, on va dire, de métier ou de façon de travailler quand tu es sur un clip dans la musique ou quand tu es sur une pub ou un court-métrage ou autre chose? Oui, il y a forcément une différence, mais je dirais que c'est surtout une différence de moyens. Plus on a de budget, plus on va travailler en plus grosse équipe, avec des décors plus ambitieux, des intentions plus ambitieuses. Donc là, on va travailler forcément différemment. Donc, ça dépend. Il y a des clips où il y aura très peu de budget, le concept sera assez minimaliste, et ce qui peut aussi très bien marcher. Des fois, c'est pas les films qui ont le plus de budget qui ont le plus de succès. Non, c'est pareil dans l'industrie du cinéma, en fait. Et du coup, voilà, on sait juste qu'on travaille différemment quand on est 3 sur un plateau de tournage, à tous toucher un petit peu à tout. Aussi, on est une quinzaine ou une vingtaine de techniciens, où du coup, chacun a bien son poste, ou c'est pas la même rigueur, pas la même organisation. Il y a plusieurs assistants au réalisateur, etc. Là, je travaillais pendant 2 jours sur un Nikon Film Festival, du coup. OK. C'est un film qui parlait des agressions sexuelles, du coup, sur les femmes. Et le fait que c'est quelque chose qui est minimisé en télé. Enfin, le film porte vraiment sur les excuses que peuvent trouver les hommes. C'est ça. Et du coup, on tournait sur un plateau télé et dans un théâtre. D'accord. Et donc là, ouais, on avait une équipe de 15-20 personnes. Ça fait du monde. Ouais, ouais, mais c'est cool. Bah oui. Quel est le projet qui t'a apporté le plus de fierté? C'est des films qu'on a fait avec Impesa sur Movember. On a fait Et oui, c'est des vrai. films bénévolement, en fait, pour l'association Movember, pour essayer de récolter des fonds pour l'association. Du coup, on a voulu faire un film pour parler un petit peu de la santé masculine, mais pas d'un ton très grave, avec un ton plutôt décalé, comme on aime bien le faire dans ce qu'on écrit. Et avec légèreté, en fait, parce que on s'est dit que souvent les films autour des maladies, c'était quand même des films un peu graves, un peu tristes, qui font un peu peur. Et surtout, en fait, sur ce sujet-là, qui est peut-être un peu plus tabou chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà, on a pris un ton très très léger, et on a fait des films dont on était assez fiers, en fait, qui ont été relayés par Movember. Ils ont bien aimé, ils nous en ont recommandé l'année d'après. Du coup, c'était cool. En fait, ça a rassemblé un peu plein de gens pour une cause qui était cool, en fait, du coup, de faire un film pour la santé masculine. Donc ça, on était plutôt fiers de l'avoir fait. Et puis, qu'on se le dise, tu aimes porter la moustache. Et depuis, effectivement, je porte la moustache. À mon grand regret, parfois. Pourquoi ton grand regret? C'est stylé la moustache. Oui, oui, oui. Des fois, j'aimerais bien la raser. Ah! Mais en fait, voilà, comme je suis aussi un peu comédien et que je tourne dans certaines pubs, bien souvent, on me demande de porter la moustache depuis ce tournage-là. Et C'est ta du marque coup, de fabrique. elle ne me quitte plus. Elle te quitte plus. Voilà. Merci pour l'info moustache. Voilà. Est-ce que tu peux me dire un peu comment se passe ton quotidien? Quelles sont tes missions? Est-ce que tu passes, par exemple, beaucoup de temps en montage quotidiennement ou est-ce que tu es plus souvent sur le terrain? Est-ce que tu as beaucoup d'administratifs? Voilà, comment se passe un petit peu ton quotidien avec, toutes tes casquettes et tous tes métiers? Je passe un peu moins de temps en montage, pardon. OK. Du coup, là, on a des gens en interne, du coup, qui peuvent le faire à Impesa. Et moi, je m'occupe, sur la post-production, je m'occupe plus de l'étalonnage. Donc, c'est la retouche colorimétrique. C'est là où on va donner le look du film. D'accord. Donc, ça, au bureau, je m'occupe surtout de ça, et aussi de la conception, la recherche de décors, de l'écriture. On monte des dossiers, où on cherche des références, on écrit des films, des pitchs, des concepts différents. Derrière, on propose. Donc, mon temps au bureau, il est vachement concentré là-dessus, D'accord. sur de l'écriture globalement.
Et puis, le reste du temps, je suis en tournage, donc il y a beaucoup de transports où on charge et on décharge des camions aussi. Mmh. Et puis, le temps de tournage, quoi. Donc, on peut partir plusieurs jours, plusieurs semaines sur des tournages, ça dépend ce qu'on fait. D'accord. En fait, voilà, du coup, il n'y a pas vraiment de quotidien, ça bouge tout le temps. On travaille tout le temps sur des sujets différents, avec des gens différents, que ce soit de la musique, du court-métrage, du documentaire, des films de la publicité, des films pour des entreprises, des films pour de la formation. On fait un peu plein de choses et ça change tout le temps. Donc, c'est ce que je trouve hyper riche aussi dans nos métiers autour de la vidéo, c'est que on s'ouvre en fait à plein de métiers différents et on apprend toujours, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail? Qu'est-ce qui te motive le plus? C'est surtout le tournage et l'écriture, mais vraiment le tournage, c'est le moment où on est au cœur de la création, on est en train de créer des images, on est en train de raconter un film, on est en train de l'éclairer, on est en train, voilà, quand on donne des indications aux comédiens, etc., voir le film prendre vie, quand avant cela, on a fait un casting et essayer de choisir les comédiens dont on avait envie pour incarner le rôle qu'on a pensé. Mmh. Et c'est le moment où il y a un petit peu tout qui se réunit pour que le film puisse se créer. OK. Question musique, quel a été ton dernier coup de cœur musical? Ben, j'écoute beaucoup de la guitare, beaucoup de OK. guitare instrumentale, Mmh mh. dont un guitariste qui s'appelle Vicente Amigo, Mmh. qui est un guitariste espagnol qui fait du flamenco jazz. OK, Voilà, j'écoute beaucoup ça. OK. Et Cool. aussi, truc un peu rien à voir que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est le travail de Nils Fram, OK, voilà, qui fait de l'instru aussi, du piano. Et voilà, c'est plutôt de détente. d'accord. OK. Merci pour les recos. À Ouais, découvrir je te donc. laisserai écouter ça. Mmh. On s'approche tout doucement de la fin. Est-ce que tu as des conseils à donner à une artiste pour réfléchir et créer ses premières vidéos, ses premiers clips? Je dirais, ben, faut expérimenter par soi-même, même Mmh. si ça a des fois un peu ses limites, parce que comme je disais, il vaut mieux essayer de rencontrer des gens et de se faire aider. Oui. Mais il faut peut-être avoir un petit peu de culot et d'aller rencontrer ces gens, de se faire aider, de motiver les gens, d'essayer de fédérer en fait autour de son projet pour que les gens qui viennent tourner pour cette personne, ben, ils soient convaincus que le projet va être cool parce qu'il peut être soit il peut être joli, soit il peut être ambitieux, soit parce que l'univers de l'artiste lui plaît. Mmh. Donc, je dirais essayer de fédérer des gens et essayer aussi de s'expérimenter, d'essayer de trouver des concepts qui lui plaisent, d'essayer de les filmer elle-même si elle a pas le choix, quoi, si Mmh. elle peut pas faire autrement. Et voilà, essayer de se tester en fait à la création. OK. Ça me fait penser parce que juste avant toi, j'enregistrais un épisode avec une personne qui travaille, dans le milieu du live, donc du spectacle vivant et on échangeait au sujet que, bah, actuellement, il y avait pas beaucoup de concerts, voire pas du tout, enfin, clairement pas du Mmh. tout. Hem Et les artistes, du coup, utilisaient beaucoup internet et la vidéo pour communiquer et promouvoir leurs, projets, leur musique et je sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup, beaucoup de live sessions Mmh. digitales. Est-ce que tu as déjà réalisé ce type de contenu, vidéo? Des sessions live ou ouais, des captations live, des choses comme ça? Ouais, ouais, carrément, j'en ai déjà fait pas mal, ouais, soit sur un seul son, soit sur plusieurs sons d'affilée, en fait, et qui live et du coup, ça marche très bien. Aujourd'hui, c'est un format qui est hyper utilisé, je trouve, et qui fonctionne encore très bien, Mmh. heu, qui est très différent du clip où le clip, vraiment, on va réfléchir à toute l'identité, tout ce qu'on a envie de mettre dedans, en fait, Oui. et de plus charter ça, alors que le live, bah, voilà, on est plus sur l'instant présent, mais il y a des lives qui sont hyper chiadés aussi, où on va Mmh. rechercher des décors, des intentions de lumière. On peut faire aussi des trucs très très stylés en session live, alors et ça marche très bien, quoi. Donc OK. ouais, moi je trouve que c'est très cool, quoi, en fait, de faire ça. Mmh. Mais du coup, je pense que ça se réfléchit aussi vachement en amont pour que ça se prépare au-delà de son set, de live, pour l'équipe technique, en fait, parce qu'il va falloir réussir à retranscrire
quand même une belle image, le bon message et puis au niveau du son, alors il y a des live sessions qui sont enregistrées et ensuite, disposées, sur internet en replay par exemple, Faux Mmh. Live, mais il y a aussi des vraies sessions en live, genre en direct. Je pense par exemple à la plateforme, Twitch, où il y a quand même beaucoup de lives, musicaux en direct. Ouais. Je trouve, enfin, d'un point de vue technique, pour moi, c'est vraiment très abstrait. Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Soit, ça se répète un live, soit, ben, voilà, il faut vraiment être calé, en fait, à la Mmh. technique, à l'image, la lumière, l'enregistrement. Mais, ça se fait très bien, quoi. C'est juste ça met peut-être un tout petit peu plus la pression parce que c'est en direct Ouais. et on refait pas les prises. Mmh. Mais, Ouais. bon, ça marche très bien. Quand on a plusieurs caméras qui permettent de faire un montage en direct, du coup, ça rend un petit peu plus dynamique, le morceau. Mmh. Mais voilà, ça se fait très bien. OK, d'accord. C'était les questions instantanées, Mmh mh. live digital. OK, bah, tu vois, je ne savais pas que tu avais déjà eu cette expérience-là, du Ouais. live. Est-ce que on arrive quand même à faire passer la magie du concert à travers l'image? Est-ce que c'est possible ou c'est vraiment très compliqué? Ben, c'est forcément différent. Un concert, on est sur place, on vit l'instant Mmh. présent, on ressent, on écoute les choses directement avec ses propres oreilles et on voit les choses. Donc c'est forcément très différent. Mais, mais voilà, c'est un moyen de le vivre et de le voir un peu autrement aussi et ça peut continuer aux gens de consommer aussi de la musique, même s'ils peuvent plus aller en concert. Mmh. Voilà, ça remplacera jamais un concert. Mais, peut-être ça fait plaisir aux gens en fait de continuer de voir des choses en fait, des Oui. des des groupes, des artistes qu'ils aiment bien. Mmh. Et pour les professionnels qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils à donner, alors pour les personnes qui souhaitent exercer ton métier ou en tout cas, peut-être le découvrir ou essayer un autre de tes métiers parce que tu en as plein? Quels sont les conseils que tu peux nous donner? De faire des projets bénévoles, voilà, de voir qu'est-ce qui peut plaire, si c'est soit du clip, soit du court-métrage, soit du documentaire. Essayer de se rapprocher de ces milieux-là Mmh. et il y a des tonnes de projets bénévoles et des projets, ça veut pas dire des projets cheap, hein, il y a plein de projets bénévoles qui sont très, très quali et avec des belles équipes de tournage. Du coup, je conseillerais ça, en fait, de se rapprocher de ces tournages-là pour découvrir un peu plus ce que c'est. Et puis, et d'essayer des choses par soi-même, en fait, de faire des films, même si ils vont pas être bons tout de suite. Moi, Mmh. mes premiers films, c'est pas du tout ce dont je suis le plus fier. Même quand on a plein d'envie et un peu plus d'assurance quand on sort d'école, etc. Donc, moi, je conseillerais de s'équiper un petit peu pour ceux qui ont envie d'avoir des connaissances techniques. Moi, Mmh. j'ai acheté mes premiers boîtiers, mes premiers objectifs et je me suis un petit peu formé là-dessus en les ayant à portée de main parce que du coup, j'ai expérimenté plein de choses avec. Et en fait, à chaque fois, ben, il y a une progression, quoi. On fait un film, il est moyen, on fait un autre, il est encore moyen, mais l'idée, c'est que chaque film est quand même mieux que celui d'avant. On apprend toujours de ses erreurs. Mmh. Et, et du coup, voilà, on le voit à chaque fois, le résultat est toujours un peu meilleur quand on essaie de s'améliorer sur plein de choses. Donc, je dirais que voilà, d'essayer de s'équiper un petit peu et d'expérimenter, d'écrire des choses, de tester, de filmer, de faire des montages, de demander les avis d'autres gens, de montrer le film à des professionnels, d'aller récolter voilà, des avis, des conseils, de rencontrer un maximum de personnes. Mmh. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Ben non, ça va. J'ai un peu parlé du fait que je suis comédien de temps en temps et que c'est un, Oui. c'est un truc que je fais un peu plus pour me faire plaisir. Et quand c'est des rôles aussi qui me plaisent aussi, qui me collent un petit peu. Donc souvent, c'est des trucs. Soit on me donne souvent des rôles de gros ringards Mmh. et ça me fait marrer en fait d'avoir des rôles un petit peu décalés. Du Big coup, là, up au burger de papa. voilà, par exemple, dans les Mmh. publicités pour les burgers de papa. Et voilà, ça me fait beaucoup rire de faire ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait un tout petit rôle dans une série avec Ramzy, qui serait diffusée sur France Télé. Oui. Et c'était drôle, quoi. C'était vraiment une expérience assez sympa, en fait, de tourner avec lui dans des vraies conditions. Mmh.
Voilà, un petit peu. Trop bien. Tu as plein de belles casquettes et de beaux projets et voilà. Moi, c'était trop cool de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'ai envie de parler avec toi pendant des heures, David. Mais voilà, on pourrait voir Ouais. plein de choses. Moi, en tout cas, je crois qu'on a fait le grand tour et je pense que tu as apporté quand même beaucoup de conseils et d'informations sur ton métier, sur les artistes qui souhaitent faire un peu de vidéo pour leur projet, aux pros qui entourent les artistes et qui se disent mais comment est-ce qu'on met en image une chanson? Il y a déjà plein de choses et donc merci vraiment beaucoup pour ton temps et tes informations et ton parcours et ta moustache, quoi. Merci pour tout ça. Pas de souci. S'il y en a qui ont des questions, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus ou quoi, peuvent me contacter. En tout cas, toujours ouvert à la discussion. Absolument. De toute façon, tout sera disponible en description de l'épisode. Tes réseaux, les réseaux de Impesa et puis voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, David. Tu reviens quand tu veux nous parler de ce que tu veux, de ta future grande carrière de comédien, des nouveaux projets, de ce que tu veux. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Merci à toi, Justine. À très bientôt. À bientôt. David. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes. Justin Tunes.